Le cancer. Une pensée vertigineuse qui bouleverse une vie, traverse le quotidien, transforme les relations et réinvente les priorités. Mais derrière ce mot, il y a avant tout des histoires, des visages, des voix humaines et singulières. Bienvenue dans Le Cancer et moi. Un podcast où nous tentons de mettre des mots sur la maladie et ses réalités sociales. Pour beaucoup, le cancer est une histoire de hasard, une malchance qui frappe sans prévenir. Mais pour d'autres, la maladie s'inscrit dans une histoire bien plus intime, celle de leur gène. On parle alors de cancer héréditaire. Ces cancers sont causés par des mutations génétiques transmises de génération en génération et représentent environ 5 à 10% de l'ensemble des cancers. Les personnes porteuses de ces mutations n'ont pas la certitude d'y être confrontées un jour, mais elles vivent avec un risque bien plus élevé et souvent avec la perspective d'un diagnostic à des âges plus précoces que dans le reste de la population. Comment apprend-on à vivre avec ce risque omniprésent ? Comment peut-on s'en protéger ? Et surtout, comment cette réalité façonne-t-elle le rapport au corps, au choix de vie, à la maternité et à l'avenir ? Dans cet épisode du Cancer et moi, nous allons plus particulièrement nous intéresser au vécu des personnes porteuses d'une prédisposition génétique BRCA, à l'origine du syndrome sein-ovaire, dont les problématiques résonnent aussi avec celles de toutes les personnes concernées par une prédisposition héréditaire au cancer. Vous allez ainsi entendre les témoignages d'Aurore, Catherine et Amélie, tous porteurs d'une prédisposition BRCA, accompagnés de l'éclairage du conseiller en génétique Antoine Depeau, et de Laetitia Mendes, fondatrice et présidente de l'association Généti-Cancer. Aurore est porteuse d'une mutation BRCA. Je m'appelle Aurore, j'ai 40 ans. J'habite à Paris, même si j'ai un accent qui vient d'ailleurs. Et j'ai donc eu un cancer du sein en juillet 2021. Alors en fait, moi, le cancer, il commence il y a bien plus longtemps que ça. Je l'ai rencontré quand j'avais 4 ans, puisque donc je suis dans une famille où on a une mutation génétique, en l'occurrence qui vient de ma mère. Et elle a eu son premier cancer du sein quand moi j'avais 4 ans. Et par la suite, elle en a eu 5 tout au long de sa carrière. Et ce qui fait que donc j'ai été très tôt au contact du cancer et j'ai donc été au courant de ma propre mutation suite à des recherches génétiques qui ont été faites pour elle au bout de son 3e cancer. Et elle me l'a annoncé à table. Je m'en souviens très bien, puisque chez nous les choses se disaient toujours à table. Et donc elle m'a annoncé qu'elle était porteuse et que après, on pouvait en faire ce qu'on voulait parce que du coup, ça concerne bien sûr les enfants directs, mais ses frères et sœurs, les cousins, cousines, voilà, tout le monde était... voilà, donc l'info était donnée, transmise, et après, chacun en fait ce qu'il veut. Et moi, pour le coup, elle m'a annoncé ça le midi, à 14h, j'avais déjà appelé l'écurie. Donc voilà, tous... moi, je voulais savoir immédiatement. Parce que moi, j'aime pas faire l'autruche. Donc... je voulais savoir qu'est-ce qui pouvait m'attendre ou pas, quoi. Et en plus, c'était au moment, moi, où je l'ai fait, où Angelina Jolie se faisait enlever les seins et commençait à déballer son affaire médiatiquement. Donc voilà, j'étais dans ce bain-là, quoi. Donc voilà, du coup, j'ai fait la recherche génétique en 2013 et moi, j'ai déclaré mon cancer du sein en 2021. Quand j'ai donc su que j'avais cette mutation génétique, on m'a donné une brochure en me disant « On peut vous enlever les seins si vous voulez ». J'avais même pas 30 ans. Et sur la brochure, il y avait écrit que il y avait 50% de risque. Et donc, moi, je me suis dit, je me vois pas les enlever maintenant. Du coup, je vais essayer d'optimiser toute l'épigénétique. Et donc, je me suis mise... Enfin, j'avais déjà une bonne hygiène, mais je fumais pas, sport, alimentation, psychothérapie... vraiment, Madame naturopathie, quoi. Voilà.
Et donc, je me suis dit, je vais jouer toutes les cartes qui sont à ma disposition. Et c'est vrai que quand j'ai été diagnostiquée en 2021, je m'y attendais pas. C'était un peu la douche froide parce que je m'étais dit, ouais, t'as tout fait, t'as mis toutes les chances de son côté, donc l'épigénétique n'a pas suffi dans mon cas. Et d'un autre côté, quand je l'ai su, comme en fait j'avais déjà vécu 5 fois avec ma mère, et une 6e puisqu'elle est partie du 6e, c'est bizarre à dire, mais chez nous, c'était un peu comme une gastro, quoi. C'est-à-dire qu'on a une échelle de valeur qui change. Et c'est vrai que maintenant, voilà, quand on m'annonce un cancer, c'est sûr que je le prends pas de la même façon que... Et donc, c'était tout de suite, la douche froide. Mais rapidement, ça a été, je l'ai pris comme un projet, le projet de guérir, parce que mon métier, c'était chef de projet. Et donc, c'était ça mon projet. Et tout de suite, j'ai été dans la planification, l'organisation, la gestion. Voilà, j'ai déroulé le truc, quoi. Depuis le début des années 90, des consultations d'oncogénétique sont proposées aux familles dont les membres sont particulièrement touchés par des cancers. En 2021, elles sont dispensées dans 122 sites en France, répartis dans 83 villes. Antoine Depeau est conseiller génétique à l'Institut Curie à Paris. Donc, je suis Antoine Depeau, je suis conseiller en génétique. Je travaille à l'Institut Curie depuis une vingtaine d'années maintenant. Je rencontre principalement des femmes et des hommes concernés par des prédispositions génétiques et en particulier au cancer du sein et de l'ovaire. Voilà, mais je vois aussi de tout type de patients atteints de différents types de cancers puisque les cancers peuvent pour la plupart être d'origine génétique. Alors justement, si on parle de ça, on sait que le cancer c'est une maladie qui est très fréquente et qui concerne énormément de monde. Mais une fraction des différents types de cancers peuvent être liés à l'existence d'une prédisposition génétique qui augmente le risque pour un individu de développer un cancer au cours de sa vie. On estime que ces prédispositions concernent 5 à 10% des cancers. Et après, si on s'intéresse à chacune des localisations, on va avoir des pourcentages qui vont varier d'une localisation à une autre, mais globalement, 5 à 10% des cancers peuvent être liés à une prédisposition génétique. Et donc c'est intéressant ou important d'identifier ces facteurs de prédisposition génétique chez des hommes et chez des femmes, puisque on va pouvoir connaître et affiner finalement un niveau de risque de développer la maladie au cours de la vie. Et donc avec ces niveaux de risque, on peut mettre en place des stratégies de prise en charge adaptées au risque. Donc notre rôle en consultation de génétique, c'est vraiment de stratifier dans la population qui vient nous rencontrer en consultation, de stratifier cette population avec un niveau de risque qui va être propre à chaque individu. Donc on va s'aider de la génétique moléculaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des tests génétiques pour identifier des altérations qui sont à l'origine de certaines formes familiales ou de certains cas de cancer précoce par exemple. Mais on va aussi parfois identifier des familles potentiellement à haut risque sans altération génétique identifiée. Donc il y a encore aujourd'hui des familles dans lesquelles on va suspecter une prédisposition et dans lesquelles on ne va pas retrouver d'altération génétique à proprement dit. Mais dans ces familles sans mutation identifiée, sans altération génétique identifiée, eh bien on va pouvoir proposer des prises en charge qui vont être équivalentes à celles qu'on propose à des femmes qui sont porteuses de prédispositions génétiques. Donc voilà, donc notre rôle c'est d'identifier d'éventuelles altérations génétiques pour ensuite adapter la prise en charge des personnes qu'on rencontre, mais aussi rendre disponible un test, c'est-à-dire que quand dans une famille on va avoir trouvé une mutation, on va pouvoir ensuite réaliser en cascade des tests génétiques chez les apparentés, dans la fratrie, chez les descendants, chez les parents, pour identifier les autres personnes de la famille qui sont concernées par cette prédisposition génétique. Donc il y a ces deux aspects, je dirais, liés à ces deux enjeux pour ces tests. C'est un enjeu individuel pour adapter la prise en charge de la personne concernée par une prédisposition et la possibilité de faire des tests génétiques chez les apparentés pour identifier justement quels sont les membres de la famille qui partagent ce variant génétique causal et ceux qui n'en sont pas porteurs et qui rebasculent a priori dans un risque équivalent à celui des hommes et des femmes de la population générale. Et donc parmi les personnes qui ont été atteintes d'un cancer, en fait, on va s'intéresser à l'histoire de la personne, mais aussi à l'histoire familiale. Et donc on a ce qu'on appelle des critères, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on va évoquer une possible situation de prédisposition. Et donc ces critères vont être liés à l'âge au diagnostic, c'est-à-dire que avoir un cancer du sein à 55 ans, c'est fréquent. S'il n'y a pas de cas dans une famille,
on va pas être très inquiet sur le fait que cette personne est potentiellement porteuse d'une prédisposition génétique. En revanche, si cette personne a développé ce cancer du sein à 35 ans, c'est particulièrement précoce pour développer cette maladie. Et là, même s'il n'y a pas d'antécédents dans la famille, le seul âge précoce au diagnostic est pour nous une situation dans laquelle on doit s'interroger sur la possibilité d'une prédisposition génétique. Mais si, je vous ai dit tout à l'heure, si la dame qui a eu son cancer du sein à 55 ans n'a pas d'antécédents dans la famille, on s'interroge pas. Mais si elle nous dit, ma sœur a eu un cancer du sein, ma mère a eu un cancer du sein, là on se dit, bon, post-ménopausique aussi, les 3 cas sont survenus après 50 ans, on va se dire quand même, par rapport à la fréquence qu'on attend de la maladie, on sait que c'est une femme sur 8, une femme sur 9 qui au cours de sa vie sera atteinte d'un cancer du sein. Là, on se dit quand même, dans cette famille, ça fait beaucoup. C'est peut-être qu'il y a un variant génétique qui augmente le risque de développer cette maladie dans la famille. Quand on rend un résultat positif, c'est-à-dire présence d'un variant pathogène, d'une prédisposition à une femme, qu'elle soit atteinte ou qu'elle soit indemne, si c'est une apparentée qui est venue qui voulait savoir si elle était porteuse de l'altération génétique identifiée dans sa famille, on va aborder lors de la consultation toutes les stratégies possibles de prise en charge. Avec ce niveau de risque, voilà ce qu'on vous recommande et voilà ce qu'on peut discuter. Donc, clairement, pour la prédisposition au cancer du sein, on a des très bons moyens de dépistage. Donc là, on commence très tôt, on commence vers l'âge de 30 ans, une surveillance qu'on va renforcer au moyen d'une IRM mammaire. Donc, à 30 ans, ces femmes sont suivies par IRM, mammographie et échographie. Mais si vous voulez, là, on est dans une recommandation de dépistage pour trouver une maladie qui pourrait survenir avec une probabilité élevée au cours de la vie, dans le but de la diagnostiquer le plus tôt possible, puisqu'on sait que le pronostic va être très lié au stade auquel aussi on va diagnostiquer la maladie. Mais c'est vrai qu'il y a une autre alternative qui est celle de la chirurgie mammaire préventive. Et ça, c'est pas une recommandation, c'est présenté aux patients, aux patientes en consultation comme une option qu'elles peuvent choisir si finalement la recommandation de dépistage ne leur convient pas, en se disant moi je suis plutôt dans une démarche préventive. Je comprends que si je me fais dépister, ça va pas éviter la survenue de la maladie. En fait, je voudrais diminuer mon risque de développer la maladie. Aujourd'hui, la seule manière de diminuer son risque, c'est la chirurgie mammaire préventive. Donc, on présente ça vraiment comme une option qu'elles peuvent choisir par rapport au dépistage, qui lui est recommandé, tout en disant que la chirurgie ne fait pas rebasculer le risque à un risque nul. En médecine, le risque 0 n'existe pas, mais on diminue drastiquement ce risque de cancer du sein. Et voilà, donc notre position, c'est pas de faire du prosélytisme et d'encourager vers cette chirurgie, mais c'est de dire que voilà, c'est possible. Ce choix, il est difficile, mais une femme qui voudrait s'orienter vers cette chirurgie préventive, il faut qu'on l'accompagne et cette chirurgie, elle sera acceptée si elle le demande avec un niveau de risque de cancer du sein qui est de l'ordre de 70% sur la vie. On considère que c'est un niveau de risque qui justifie d'accepter la demande d'une femme qui, de toute façon, reste une demande difficile. Après, il y a la question de la prise en charge ovarienne chez ces femmes porteuses d'altération de BRCA1 ou de BRCA2. Là, la différence, c'est qu'on n'a pas de bons moyens de dépistage du cancer de l'ovaire. On a fait pendant des années des échographies pelviennes pour surveiller les femmes, mais en fait, on n'a pas montré qu'il y avait un réel bénéfice dans le stade auquel on diagnostique la maladie et le pronostic de la maladie si les femmes étaient suivies par échographie pelvienne. Donc finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation de surveillance. La seule recommandation qu'on va faire, c'est de faire une chirurgie de réduction de risque, une chirurgie préventive pour éviter aux femmes de développer un cancer de l'ovaire. Et l'âge auquel on va discuter de cette chirurgie préventive, il varie en fonction de la prédisposition impliquée. Ça peut être dès l'âge de 40 ans avec BRCA1, ça peut être différé avec BRCA2, voire après la ménopause avec d'autres variants pathogènes, d'autres altérations génétiques dans d'autres gènes. Donc ça, après, on discute au cas par cas en fonction du gène, en fonction de l'histoire familiale aussi. Voilà. Mais en tout cas, cette recommandation de chirurgie ovarienne préventive, elle est faite lorsqu'on rend un résultat BRCA1 ou BRCA2 par exemple positif. Suite à sa double mastectomie, puis la découverte de son cancer du sein, Aurore décide, malgré le fait d'être en rémission, de se faire retirer ses 2 ovaires encore sains. Donc j'ai été diagnostiquée le 5, le 7 j'étais déjà à l'hôpital et j'ai fait un parcours assez long qui vient de se terminer assez récemment, qui a duré 4 ans pour moi. Et là, par contre, j'ai décidé de faire, dans le cadre de mon gène, la double mastectomie que j'ai faite en 2 fois. C'est ça qui a pris du temps. On l'a fait à 6 mois d'écart sur 1 an. Et ensuite, j'ai eu un petit problème avec les prothèses.
Et j'ai décidé de faire l'annextomie à mes 40 ans. C'est indiqué à cet âge-là. Voilà. Donc, l'annextomie, on enlève les ovaires et les trompes de Fallope, qui sont vraiment l'élément cible. C'était plus, pour moi, une décision difficile dans le sens où je mettais fin à une éventuelle fertilité que je n'avais plus. Puisqu'à la suite de la chimio, ma réserve ovarienne a été bombardée et je suis rentrée en périménopause très rapidement. Et j'étais vraiment déjà dans une périménopause très avancée. Donc, en fait, je gardais une bombe à retardement. Et vu que ma mère est décédée d'un cancer des ovaires, pour moi, c'était un délestage de les enlever. Donc, j'y suis allée en courant. Je schématise, parce qu'on va jamais en courant voilà. Mais je me suis dit, t'as la chance d'être en France, d'avoir été décelée, qu'on te propose cette opération, prise en charge. Faut pas oublier que là, quand même, tout est pris en charge. C'est quand même, merci la France. Donc voilà. Par contre, je cache pas que y a un deuxième effet qui se coule que je suis en train de vivre maintenant, qui est la ménopause précoce et brutale. Mais à 40 ans, quand on est privé d'hormones du jour au lendemain, c'est on-off, c'est vraiment un choc. La fatigue extrême, l'anxiété, au niveau cérébral, un brouillard cérébral qui fait qu'aujourd'hui j'avais pris plein de notes parce que j'avais peur d'oublier ce que j'allais dire, mais finalement ça déroule. Un brouillard cérébral terrible, on rentre dans une pièce, on ne sait plus pourquoi on est là, on oublie des mots, enfin voilà. Au niveau physique, ça s'appelle le SGUM ou le SGUM, je sais pas vraiment. C'est le syndrome génito-urinaire, voilà. Donc on touche l'eau, on a envie d'aller aux toilettes, on a besoin d'y aller très souvent, etc. La peau, on prend 10 ans. J'ai des rides qui sont apparues. Je regardais mes photos il y a 4 ans, vraiment voilà. On prend du poids. au niveau musculaire, etc. Il y a tout qui ramollit, qui s'affaisse, etc. Ce qui est très difficile, effectivement, c'est que en France, par contre, le problème, je trouve, c'est que chacun a un peu son précaré. Donc, il y a la gynéco qui s'occupe de ça, l'oncologue qui s'occupe de ça, le chir qui s'occupe de ça. Et en fait, il n'y a pas de prise en charge globale, à part soi-même, où on est son propre chef d'orchestre. Et là, pour le coup, du point de vue cancéro, on enlève un risque de cancer. Il n'y a que ça qu'on regarde. On ne regarde pas derrière que la femme, elle va se retrouver avec une chute hormonale vertigineuse du jour au lendemain. Et ça, c'est pas naturel chez personne. Les impacts d'une annextomie, c'est sur un long terme là que je n'avais pas du tout envisagé et imaginé, avec une prise en charge que je fais moi-même en essayant de coordonner le gynéco, l'oncologue et trouver des relais de tous les côtés. Je suis aidée par une coach qui est merveilleuse, qui est en train de, heureusement, de m'aider parce que sinon je sais pas comment je ferais, par ma psychothérapeute aussi. Enfin, vraiment, je les remercie dans ce podcast. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est un peu les laissés pour compte. Et bon, je comprends aussi parce que les BRCA, on est quand même une minorité, c'est 4 ou 5% des cancers du sein. Peut-être un peu plus, mais je suis pas sûre. En tout cas, moins de 10%, c'est sûr. Du sein et donc les ovaires, on est assez... Voilà, les ovaires, c'est un cancer qui se déclare en général plus tard, autour de 50 ans. Donc faire une annextomie, il faut déjà savoir qu'on a le gène, ce qui n'est pas gagné, parce que moi je suis quand même assez jeune dans le parcours. Quand on pense que je l'ai su en 2013, ma mère l'a su en 2011, il fallait 2 ans pour savoir si on avait le BRCA1 ou 2. 2 ans de recherche à partir de la prise de sang. Aujourd'hui, je crois que c'est 3 mois. Pour 13 ou je sais plus combien de gènes. Donc déjà, il y a une évolution énorme. Catherine a une histoire familiale similaire à Aurore. Après avoir vu sa mère combattre la maladie, elle a à son tour développé un premier cancer du sein, suivi d'une récidive. C'est lors de ce deuxième cancer qu'elle décide de faire le test génétique. Elle découvre alors, en étant positive au gène BRCA2, que ses 2 filles seront peut-être elles aussi exposées à la maladie. Et à partir du moment où on parlait de mes filles, moi, tout ce que je voulais, c'était les protéger de tout ça, puisqu'on avait quand même traversé beaucoup d'épreuves et parlé beaucoup de cancers dans leur enfance. J'ai eu les résultats en janvier 2012. Et là, ça a été l'horreur. D'un côté, parce que, effectivement, je suis porteuse de la mutation sur le BRCA2. D'un côté, ça me donnait une explication sur pourquoi j'avais ce deuxième cancer, mais d'un autre côté, je mettais mes filles au-devant de quelque chose que je maîtrisais plus.
Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment une descente aux enfers pour moi, parce que cette annonce à mes filles, c'était quelque chose d'impossible, en fait. Et d'ailleurs, j'ai mis 3 ans à les informer voilà, de cette mutation. J'ai pas pu leur dire, en fait. J'ai pas pu leur dire parce que, en tant que maman, on n'a pas envie de transmettre ça à nos enfants. Cette annonce, justement, aux enfants, enfin, ce qui est le plus long dans nos histoires, c'est justement cette transmission de cette mutation, puisqu'on a quand même 50% de risque de le transmettre à nos enfants. Et c'est énorme, en fait. Et voilà, et surtout quand on a en plus traversé la maladie, en fait, c'est l'image qu'on donne à nos enfants. Cette mutation veut dire maladie. Alors, pas forcément. On peut très bien être porteuse d'une mutation sans jamais rien développer. Il y a des femmes qui, à 80 ans, ont cette mutation et n'ont rien développé du tout. Donc, tout est possible. Donc là, effectivement, ça a été une descente aux enfers pour moi, dans le sens où, en tant que maman, je mettais mes filles au-devant de quelque chose que je ne maîtrisais plus. Jusqu'à présent, je maîtrisais les choses, parce que c'était moi, c'était mon corps, c'était moi qui souffrais. Ok, mais c'était moi. Et là, c'était insupportable pour moi de mettre mes filles au-devant de ça. Et là, c'était vraiment une descente aux enfers. Je pense que j'ai déprimé comme jamais. Ça a été compliqué aussi de trouver un psy qui ait les bons mots. J'en avais trouvé une qui n'arrêtait pas de me dire vous avez 50% de chance de rien transmettre. Oui, ok, d'accord, mais dépassons ça, allons plus loin. Enfin, c'est pas ça qui va me faire avancer. Donc j'ai consulté plusieurs fois, j'ai pas honte de le dire. Alors pour moi, c'était un constat d'échec de devoir aller consulter un psychologue, voilà, voir un psychiatre. Donc j'étais dans un cercle de descente de dépression, je pense que je peux le dire. Mon mari a toujours été à mes côtés et je pense que s'il n'était pas là, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, franchement. Et mes filles aussi, bien évidemment. Mais je pense que j'étais prête à quitter tout ça, enfin honnêtement. Et puis un beau jour, au journal télévisé, j'ai entendu une dame qui s'appelle Laetitia Mendes, qui a écrit son livre et qui commençait à parler de mutation. Parce que bien sûr, une fois que j'ai eu le diagnostic, là je me suis documentée. Là, je suis allée sur Internet, j'ai cherché plein de choses. Et je suis tombée sur son profil et je l'ai suivi. J'ai acheté son livre, Mon petit gène, ma seconde chance, et que j'ai dévoré, bien sûr. Et un jour, j'étais sur une Zumba rose, voilà. Et d'un seul coup, je vois dans les exposants, et là, j'étais avec une amie, je lui dis « mais je crois que c'est la dame Laetitia Mendes dont j'ai lu le livre et je suis vraiment... Mais il faut que j'aille la voir, Et quand je suis allée la voir, donc elle faisait dédicacer son livre. Et le premier truc que je lui dis, c'est je n'arrive pas à parler à mes filles. Je n'arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Donc elle a trouvé les mots, voilà, on a discuté. Et au bout de 3 ans, on a fait l'annonce. Il faut savoir que ma fille aînée avait déjà commencé à se faire suivre à Curie parce que, du fait de mon parcours, elle était déjà jeune fille à risque. Et quand je leur ai annoncé, elles m'ont dit, alors là, c'était... c'est tout, maman. On savait de toute façon qu'on était à risque. Et là, les bras m'en sont tombés. Je me dis, ça fait 3 ans que je me mets la rate au courbouillon et que je déprime complètement. Et finalement, mes filles ont très bien pris, enfin, entre guillemets, la chose, n'ont pas été plus surprises que ça. Et à partir de là, elles ont fait leur propre cheminement, qui n'était pas forcément évident pour ma fille aînée, parce que du coup, lors du premier cancer, elle avait 7 ans, et c'est vrai que j'ai beaucoup protégé la petite, parce qu'on ne pouvait pas mettre de mots vraiment sur tout ça. La grande, j'ai posé des mots, alors évidemment des mots d'enfant malgré tout, mais je pense qu'elle a réalisé beaucoup plus de choses. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus sensible par rapport à ce sujet-là. Et donc, quand il s'agissait pour elle de faire les tests, elle a pris le temps. En tout cas, elle a pris le temps, voilà. Elle les a fait en octobre 2018 et elle a décidé de le faire dans le cadre d'un reportage sur M6. Elle a dit, maman... si je dois faire quelque chose, autant que ça serve à d'autres jeunes femmes comme moi. Et donc, elle l'a fait dans le cadre d'un reportage, où Laetitia l'a accompagnée d'ailleurs, pour que ça puisse parler à d'autres jeunes femmes. Et donc, elle les a fait en octobre 2018. Donc, comme pour les apparentés, du coup, c'est beaucoup plus rapide. On peut avoir les résultats en 3-4 mois. Et elle a eu les résultats en janvier 2019. Et ces résultats... fait que, très bonne nouvelle, elle n'était pas porteuse. Mais en fait, quand on est sortis, on était toutes les deux. Et on n'a pas pu se réjouir parce que forcément, on a pensé à Coraline,
ma fille cadette, on s'est dit, forcément, ça va être elle. Et moi, dans ma tête, j'étais sûre à 200% que mes 2 filles seraient atteintes. Donc déjà, savoir que l'aînée n'était pas, c'était quelque chose de super, quoi. Mais en même temps, on était très réservés l'une et l'autre. Et c'est vrai que c'est difficile aussi pour les frères et sœurs. Quand dans une fratrie, un est atteint et pas l'autre, l'un peut se sentir un peu coupable ou voilà, ça peut être compliqué, voilà. Et du coup, ma Coraline, qui elle vit et travaille en Espagne à Madrid, a fait les tests en 2020. Et donc, elle a eu les résultats pendant le Covid, donc en distanciel. Et du coup, là, grosse annonce, ma 2e fille n'est pas porteuse. Donc c'est vrai que lorsque maintenant je témoigne de mon parcours qui est quand même relativement lourd, ce que je mets en avant surtout, c'est que voilà, tout est possible et que malgré ce lourd parcours, aucune de mes filles n'est porteuse et que j'emmènerai ça avec moi dans ma tombe et c'est très bien, ça s'arrêtera avec moi. Concernant ma fille aînée, je sais qu'elle m'avait dit, mais moi il est hors de question, tu m'entends bien, il est hors de question que je me fasse enlever les seins en prophylactique. Alors que ma cadette avait une réaction tout à fait différente. Et elle a dit, mais moi, si je suis porteuse, je ferai les opérations en prophylactique. Et pour Camille, c'était inenvisageable. Peut-être parce que elle avait des réminiscences de tout mon parcours, peut-être, qui l'a finalement, quelque part, un peu traumatisée malgré tout ce qu'on a pu mettre en place et voilà, avec toute la bienveillance qu'on pouvait, mais... parce que aussi, dans notre société, les seins, c'est l'image de la femme, quoi. Donc, c'est compliqué. Quand on fait le test génétique et que on a l'annonce qu'on est porteur d'une mutation génétique, on se doit d'informer le reste de la famille. Mais cette information, elle est compliquée à apporter au reste de la famille et ça peut parfois créer des dissensions. On a un courrier de l'oncogénéticien qu'on peut donner à la famille. Mais bon, ça nécessite quand même de le faire dans le cadre aussi d'un échange, voilà, mutuel. Et dans mon cas, mais d'autres personnes l'ont rencontré aussi, c'était un souci me concernant parce que ma famille est très restreinte. Bon, mes parents sont décédés depuis longtemps et je n'ai qu'un frère qui a lui-même qu'un seul fils. Et du coup, c'est toujours un sujet un peu compliqué avec mon frère, justement, cette histoire de cancer, etc. Et quand je lui ai annoncé cette mutation génétique, il a pris les papiers, il les a mis devant moi au feu dans la cheminée en disant « ça ou pas, je m'en fiche, je veux même pas en entendre parler, etc. » Sauf que en faisant ça, il ne me donne pas l'accès à mon neveu. Or, moi, je suis porteuse d'une mutation sur le BRCA2. Et là, les dernières années, quand j'ai reconsulté, les investigations ont fait que le BRCA2, justement, est très agressif sur le cancer de la prostate chez l'homme. Et du coup, il ne me donne pas l'accès à mon neveu. Ce qui met d'ailleurs hors d'elle mes filles, voilà, qui voulaient même en parler. Et sauf que voilà, je peux pas me fâcher avec mon frère, en fait, parce que je n'ai qu'un frère. Donc pour l'instant, mon neveu, qu'à l'âge de mes filles, enfin, il est un peu plus vieux, ne le sait toujours pas. Et je peux pas passer outre mon frère parce que je risque de me fâcher définitivement avec lui. C'est quelque chose qui reste dans notre tête, à moi et mes filles. Et c'est compliqué. Dans certaines familles, la parole est difficile à ce niveau-là. Et il y a certains, parfois, membres de la famille qui ne sont pas informés. Mais du coup, c'est une chaîne insurmontable. Parce que si mon frère est lui-même porteur, mon neveu peut être porteur. Et ses futurs enfants, et les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Enfin, voilà, c'est une chaîne. Et c'est important quand même d'apporter cette information. Ça, c'est vraiment essentiel. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils peuvent effectivement, comme mon frère, prendre les papiers et les mettre au feu. Mais... au moins, il a l'information. Il le sait en tout état de cause. Que mon neveu, par exemple, ne le sait pas du tout. Réaliser un test génétique n'est pas une démarche anodine. Il peut avoir un impact psychologique fort sur soi, mais aussi sur le reste de sa famille. Antoine Depeau, conseiller génétique à l'Institut Curie, accompagne au quotidien les familles concernées par ces tests. Pour ce qui est du test, il se fait en 2 parties. Il y a une première partie qu'on fait chez un cas index pour identifier la cause génétique. Quand on trouve une cause génétique,
On peut ensuite avoir une autre catégorie de tests qu'on appelle les tests ciblés pour identifier chez les apparentés quels sont ceux qui sont porteurs et ceux qui sont non porteurs. Donc, pour la durée du test, cas index ou test apparenté, on va dire qu'aujourd'hui, on est dans des délais qui sont à peu près identiques. Nous, on rend un résultat en 3-4 mois, en moyenne. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes pour lesquelles les délais vont être un peu plus longs, d'autres pour lesquelles les délais vont être un peu plus courts. Ça va dépendre un petit peu de l'activité, des capacités d'analyse, des capacités de consultation, ce qui fait que les délais peuvent varier d'une consultation à une autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, en moyenne, on peut s'attendre à avoir des résultats d'analyse qui sont de l'ordre de 3 à 4 mois pour avoir ces tests. Maintenant, il y a des situations dans lesquelles la connaissance du statut génétique est importante parce que ça va pouvoir permettre d'adapter la prise en charge des personnes, parce qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle des thérapies ciblées, des traitements spécifiques pour des personnes qui sont porteuses d'une prédisposition génétique. Et là, on a mis en place des circuits urgents pour essayer de rendre les résultats en quelques semaines quand c'est nécessaire d'avoir ces résultats dans les meilleurs délais. Il y a aujourd'hui un maillage sur tout le territoire de ces consultations de génétique et des laboratoires qui font ces tests génétiques. Donc finalement, dans toutes les régions, vous retrouverez des consultations de génétique et des laboratoires qui font ces analyses moléculaires pour identifier ces altérations, ces facteurs de prédisposition au cancer. Quand on rend un résultat positif dans le sens où on a trouvé une altération génétique chez un cas index, et bien ensuite on informe ces cas index de la responsabilité qu'ils ont d'informer les membres de leur famille, de la possibilité qu'ils ont, s'ils le souhaitent, de faire un test pour déterminer s'ils sont porteurs ou non. Donc voilà, on informe ces cas index de cette responsabilité d'information, mais pas nécessairement de la nécessité de convaincre la famille de faire ce test. Après, une fois que l'information elle est arrivée jusqu'aux apparentés, chacun est libre de vouloir savoir ou de ne pas vouloir savoir. Mais ce qu'il faut, c'est que on sensibilise le cas index sur la responsabilité de diffuser une information. Et ça, si vous voulez, ça a été on a légiféré sur cette question de l'information à la parentèle lors de la révision de loi de bioéthique en 2011, avec publication du décret d'application en 2013, disant que aujourd'hui, les équipes d'oncogénétique et de génétique en général doivent informer dès la première consultation que dans les enjeux du test qui leur est proposé, il y a cette dimension familiale et cette responsabilité qu'ont les cas index d'informer la famille. Et donc, ils ont vu une brèche à un moment donné. Comment on fait quand on a une rupture de contact avec un frère, une sœur, parce qu'il y a des histoires de famille qui fait que parfois on a perdu contact. Eh ben, ils se sont saisis de cette brèche pour dire, en fait, les équipes d'oncogénétique peuvent faire une information indirecte à la parentèle. C'est-à-dire que si le cas index me dit, je ne parle plus à ma sœur depuis 10 ans pour des histoires de famille, mais je souhaiterais que vous l'informiez de l'identification de ce facteur de risque chez moi-même, elle peut nous donner les coordonnées de sa sœur et nous, on va lui écrire de manière anonyme, sans donner le nom, le prénom de sa sœur et dire que voilà, il y a un test génétique qui peut être proposé, elle peut nous contacter pour venir faire ce test et avoir en tout cas toutes les explications vis-à-vis de cette analyse. Donc ça existe, c'est ce qu'on appelle l'information indirecte à la parentèle. C'est pas une information directe par le cas index, c'est une information par le professionnel de santé. Les hommes, il faut savoir qu'ils sont finalement autant concernés que les femmes par ces prédispositions génétiques. Parce que pour la plupart des prédispositions qu'on connaisse aujourd'hui, ce sont des transmissions qui se font autant par les hommes que par les femmes. La différence, et c'est peut-être pour ça que parfois les hommes se sentent moins concernés, c'est que, par exemple, sur la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire, les risques sont très élevés chez les femmes, mais ne sont pas forcément très élevés chez les hommes. Et donc finalement, ils se sentent moins concernés en disant c'est une prédisposition qui concerne plutôt des organes féminins. Je m'en préoccupe pas. Mais en fait, c'est une erreur puisque finalement, un frère qui est porteur de la même prédisposition que sa sœur a autant de risques de transmettre à sa descendance cette altération génétique dont il pourrait lui aussi être porteur. Donc faire le test chez ce frère, c'est surtout intéressant pour la question de l'information à sa descendance. Est-ce que mes enfants auront à faire ce test ou pas? Puisque si le frère n'est pas porteur, il peut pas avoir transmis à sa descendance quelque chose dont il n'a pas hérité. En revanche, s'il est porteur, eh bien, il aura une information à faire à sa descendance sur la possibilité qu'ils auront de se faire tester à leur tour. Je m'appelle Amélie, j'ai 37 ans et j'habite dans le sud de la France, près de Narbonne.
J'ai découvert que la mutation génétique BRCA1 faisait partie de notre famille grâce à ma mère, qui a contracté un cancer des ovaires dans les années 2010 à peu près. Vu que ces médecins avaient détecté plusieurs cas de cancer du côté maternel, ils l'ont alerté sur un potentiel lien avec une mutation génétique. Donc, elle a effectué des tests qui ont révélé la présence de la mutation BRCA1, donc qui était la cause de son cancer. Mais malheureusement, en 2013, elle en est décédée. Donc, on n'avait pas eu connaissance, ma sœur et moi, parce que j'ai une sœur de 4 ans plus jeune que moi. On n'en avait pas connaissance. C'était, je pense, trop difficile pour elle d'en parler à ce moment-là. Et au moment de son décès, donc en décembre 2013, c'est son mari, mon beau-père, qui nous a tenus informés en fait de ses résultats médicaux pour qu'on puisse entreprendre ensuite des démarches les premiers rendez-vous médicaux pour aborder le sujet, pour se faire dépister et tout ça. C'est pas pour l'accabler, mais ma mère était suivie par une gynécologue qui était en fin de carrière, qui est partie en retraite au moment où ma mère est décédée. Et je pense qu'elle n'était pas forcément très au fait de tout ça parce que sur le papier, notre histoire familiale est quand même très très évocatrice. Ma grand-mère, donc la mère de ma mère, des sœurs, des cousines, des tantes avaient toutes contracté cancer du sein et ou ovaire. Et plus les générations passaient et plus les cancers survenaient très très tôt. Et en fait, quand elle a eu son cancer des ovaires, l'une de ses grandes sœurs contractait le même cancer à la même période. Donc, c'est toutes les deux, en fait, qui ont effectué le test. Honnêtement, j'avais aucune connaissance sur les cancers d'origine génétique. On parlait toujours d'hérédité, de malchance, d'histoire familiale. Et c'est, quand on m'a expliqué que, en fait, tous ces cancers se justifiaient par la prédisposition au gène BRCA1, donc on m'a expliqué en quoi consistait cette altération sur ce gène, j'ai compris. Et j'étais soulagée parce que, déjà soulagée de comprendre, de me dire que c'était pas simplement un fléau et un mauvais sort qui était jeté sur notre famille, et de me dire que voilà, derrière je pouvais être suivie et qu'on pouvait m'expliquer en fait les risques liés à ce gène et ce que je pouvais en faire aussi, c'est-à-dire soit un suivi régulier ou bien opter pour des chirurgies de réduction de risque, et me dire que voilà, je pouvais me prémunir et prévenir, voilà, pas vivre le même sort que ma mère, ma grand-mère, certaines de mes tantes et cousines qui étaient tombées malades ou même décédées, parce qu'on a plusieurs cas de cancer du coup qui ont mal fini dans notre famille. Du coup, j'ai appris en 2017, j'avais 29 ans, que j'avais le gène. Donc on m'a expliqué toutes les possibilités que je pouvais mettre en place. Et au regard de mon histoire, en fait, il était évident pour moi que voilà, j'allais me faire opérer en préventif. Donc j'ai fait le choix de me faire enlever la poitrine complètement. Donc c'est le retrait total de la glande mammaire de manière bilatérale, en fait. Donc, grosso modo, on m'a expliqué qu'avec mon gène et ma poitrine naturelle, j'avais à peu près 80% de risque de développer un cancer de manière assez précoce. Et en enlevant la totalité, le risque passait à 2%, ce qui est inférieur à une femme lambda qui a aucune prédisposition génétique. Donc, pour moi, c'était une évidence. Donc, 1 an plus tard, parce qu'il fallait quand même un délai de réflexion, un suivi psychologique. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc 1 an plus tard, je me suis fait opérer donc au CHU à Montpellier, CHU Arnaud de Villeneuve. Et l'opération s'est très très bien passée. Les suites opératoires aussi. Psychologiquement, je me sentais très bien parce que la décision était claire pour moi et voilà, je pensais à toutes ces femmes de ma famille qui n'avaient pas eu cette chance d'avoir la possibilité de pouvoir choisir, de pouvoir orienter son destin et de ne pas subir cette fatalité. Et voilà, j'étais vraiment heureuse d'avoir fait cette opération. Et en parallèle de cette mastectomie, je continuais à me faire suivre quand même 1 fois par an. Donc écho, IRM, quand même pour être sûre que voilà, tout était nickel, parce que bien que voilà, je me fasse enlever la poitrine, mon gène faisait toujours partie de
de moi. Donc voilà, j'oubliais pas cette surveillance, bien que l'épée de Damoclès était clairement partie avec Muissa. Je sais que pour en avoir parlé avec Laetitia Mendes, la présidente de l'association, et d'autres femmes qui se sont fait opérer bien avant moi, ça a été un problème. Parce que c'était compliqué en fait dans la mémoire des gens de se dire je vais me mutiler parce que c'était vu comme ça pour éventuellement ne pas tomber malade. Moi en tout cas je l'ai pas vu comme une mutilation, je l'ai vu comme un moyen de sauver ma peau et parce que en soi, bien sûr quand on imagine le geste, l'ablation de deux seins qui sont sains sur une jeune femme, ça peut être effrayant. Mais en fait, il faut savoir que déjà, on réduit le risque considérablement et les techniques opératoires aujourd'hui ont considérablement changé aussi. Ce qui a été le plus embêtant sur le temps, c'est le fait de perdre toute sensibilité sur mes seins. Au début, il y avait vraiment un effet cartonneux, donc quand je posais ma main sur ma poitrine, oui, je savais que je touchais mes seins. Mais si je fermais les yeux et que quelqu'un mettait un doigt en haut, en bas, à droite, à gauche, j'étais incapable de dire où est-ce qu'on me touchait. Et là, il y a quelques semaines, en fait, j'ai eu un rendez-vous de contrôle avec mon chirurgien et on a fait des tests de sensibilité, donc avec des aiguilles d'un diamètre plus ou moins gros. Et en fait, on a observé que ma sensibilité revenait très très bien. Donc le résultat est quand même positif. Mais au niveau de ma féminité, on va dire, ça a pas posé de soucis. Je me sens à l'aise, je me suis toujours sentie à l'aise, même nue devant mon mari, en maillot de bain, il n'y a pas de souci. C'était juste au niveau du toucher, dans des moments intimes. C'est vrai que j'ai ce réflexe en fait de repousser la main, même encore aujourd'hui. C'est pas douloureux, mais c'est pas très agréable. C'était une zone qui pouvait être érogène avant, mais forcément aujourd'hui ça ne l'est plus. Et voilà, j'ai cet instinct de repousser. Alors il le prend très bien parce que il comprend, il est là pour me rassurer, mais je lui dis je sais que tu me trouves belle, gna gna gna, qu'au toucher, même si c'est plus ferme, c'est pas naturel, ça passe. Mais j'ai mon corps qui fait non, c'est bon. Mais le destin a été, on a décidé autrement parce que je suis quand même tombée malade en fait 2 ans après mon opération et heureusement que je me faisais suivre et heureusement que j'avais appris des gestes d'autopalpation parce que c'est comme ça que un matin, sous ma douche, j'ai découvert une petite boule sous mon sein droit. J'ai senti une toute petite bille, vraiment toute petite. Et puis en fait, le résultat est tombé et on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein triple négatif, malgré ma chirurgie prophylactique. Et l'annonce, déjà, je l'ai vécue comme un coup de massue. Parce que, en plus d'apprendre ce cancer, j'étais sonnée en fait vu que je m'étais fait enlever les seins 2 ans jour pour jour. La date était vraiment voilà. 2 ans auparavant, j'étais sur le billard de me faire enlever les seins pour ne pas tomber malade. Et 2 ans après, j'apprends que je suis malade, donc c'est vrai que l'annonce a été un choc. Et je me souviens de ne plus rien entendre. En fait, de plus avoir de notion de l'espace, de l'espace-temps. Il y a plus rien qui fonctionnait. Donc heureusement, j'avais ma collègue qui était là pour poser au moins des questions, savoir, ok, d'accord, donc on nous annonce ça, c'est quoi la prise en charge immédiate? Dans mes souvenirs, je me mets à pleurer, je pars, je sors du centre de radiologie. J'ai ma collègue qui est à l'accueil, qui gère avec ma carte vitale tout ce qu'il faut gérer, je ne sais pas ce qu'elle a géré. Et je me vois rentrer dans ma voiture et hurler, en fait. Il fallait que j'évacue ça parce que c'était dénué de sens, en fait. Et une fois que j'ai évacué tout ça, je me souviens essayer d'appeler toutes les personnes que je pouvais... Il fallait que je le verbalise, en fait. Je pouvais pas rester avec ça. Et dans mes souvenirs, j'ai pas appelé mon conjoint, qui est mon mari aujourd'hui, parce que je savais qu'il était commercial, qu'il était peut-être sur la route, donc je voulais pas qu'il ait un choc.
J'ai essayé d'appeler ma sœur, mais qui devait être en cours à ce moment-là, donc elle m'a rappelé que plus tard. J'ai essayé d'appeler mon beau-père, qui n'a pas décroché. Et là, je me suis dit, je vais appeler Laetitia, donc la présidente de l'asso, avec qui on a un lien très très fort, et c'est elle qui a décroché. Et en fait, je me dis, la vie est bien faite parce qu'il fallait que ce soit elle qui décroche à ce moment-là. Quelqu'un qui est suffisamment, qui a suffisamment de distance avec ma famille et qui a eu suffisamment de recul pour m'aider à reprendre mes esprits à ce moment-là et trouver les mots justes en fait pour me calmer et me rassurer. Donc je saurais plus dire ce qu'elle a dit à ce moment-là, mais vraiment grâce à elle, j'ai su me calmer, reprendre mes esprits et me dire ok, c'est bon. C'est comme ça, on m'annonce ça, maintenant je vais là tout droit. Et elle m'a vraiment rassurée, fait beaucoup de bien. Donc on a raccroché. Au même moment, j'ai ma collègue qui revient et au même moment, j'ai ma sœur qui m'appelle. Donc là, forcément, ma sœur dans tous ses états. Mais heureusement, vu que j'avais retrouvé mes esprits, j'ai pu la calmer, lui dire, bon, écoute, j'ai appris ça. Donc voilà, ne t'inquiète pas. Alors c'est moi qui disais, ne t'inquiète pas. Et j'ai mon conjoint qui est arrivé quelques minutes plus tard. Parce que ma collègue me dit, j'ai appelé Nico. J'ai fait, non, fallait pas. Mais bon, bizarrement, il était dans le coin à ce moment-là. Il est arrivé, donc... j'ai pu déverser, on a éclaté en sanglots et tout sur le parking, je m'en souviens, c'était assez dingue comme moment. Avant de tomber malade, Amélie et son conjoint avaient pour projet de fonder une famille. Face à la réalité de la maladie, ils décident alors de démarrer un long processus de diagnostic pré-implantatoire ou DPI, dans l'espoir d'avoir un bébé non porteur du gène BRCA. Donc en gros, j'ai appris mon cancer en février 2020. Et je me souviens que peut-être un mois auparavant, avec mon conjoint, on avait décidé de tenter d'avoir un enfant. Et avant ça, j'avais eu connaissance du DPI, donc c'est le diagnostic préimplantatoire. Donc c'est-à-dire en gros la réalisation d'un test génétique sur des embryons. Je m'étais renseignée et on m'avait expliqué un petit peu la marche à suivre et la durée du processus qui était très très long. Donc j'ai pris un peu peur et j'avais envie de sortir de ce cadre médicalisé. Donc, pour en avoir parlé avec mon conjoint, on avait décidé de tenter de faire un enfant naturellement. Donc voilà. Et j'ai appris un mois plus tard que je tombais malade. Donc je savais que tout ça, ça allait être mis de côté. Après ma maladie, en fait, le sujet de faire un enfant naturellement n'était plus du tout d'actualité et c'était inenvisageable pour moi. Parce que, par mon passif familial et moi ayant vécu le cancer de l'intérieur, en fait, c'était impensable pour moi de jouer à la roulette russe et de tenter de transmettre ou non ce gène à mon enfant. Je sais que c'était impossible. C'était même pas... c'était le DPI ou rien du tout. Ou l'adoption, je sais pas, mais pas de conception naturelle. Et je sais que j'aurais pas su vivre avec ça, en fait. Mon mari était OK, dans tous les cas. De toute façon, il avait pas trop le choix. Mais bien que voilà, il n'ait pas le choix, de toute façon c'était OK, hein, vu qu'il l'avait vécu en tant que aidant, il a vu ce que c'était de vivre avec un cancer et c'était inenvisageable de potentiellement transmettre ce risque-là à notre enfant. J'ai fait tous les tests qu'il fallait, j'ai refait des échos, des IRM, TEP scan pour voir si tout était OK, si tout était propre, voilà. Pas de récidive en cours et là à partir de ce moment-là, j'ai pu rentrer dans ce processus où ma demande d'accès au DPI était accordée juste pour faire le dossier. Donc après, il a fallu que je réalise toute une batterie d'examens, tous plus lourds les uns que les autres. C'est vraiment très très éprouvant, donc faut être vraiment motivé. Et une fois que tous ces examens étaient finis, là mon dossier était constitué et enfin on passait en commission pour savoir si on était vraiment éligible au DPI. Et donc notre dossier est passé en commission et il a été validé. Donc à partir de ce moment-là, après tout un processus de
tests, de rendez-vous. Genre, c'est assez compliqué. S'en est suivi. Et donc, en gros, tout ça a duré à peu près 1 an. Et les mois ont passé. J'ai fait des ponctions ovariennes pour pouvoir avoir des ovocytes sur lesquels ils allaient faire les fécondations. Voilà. Parce qu'en fait, vu que j'avais une réserve ovarienne très très basse à cause de mes traitements de chimio, j'ai dû subir 3 ponctions ovariennes en fait. En fait, j'ai eu 2 ponctions ovariennes, donc les ovocytes, eux, étaient congelés. Et le jour de mon insémination, donc quand j'ai pu être inséminée, ils m'ont fait une ultime ponction. Donc j'avais quelques ovocytes frais. Donc ils ont décongelé le tout et ils les ont mélangés au frais. Ils ont fait les inséminations et déjà les fécondations plutôt. Et là, en fait, j'ai eu quelques embryons donc qui étaient viables pour le test génétique. Et sur les embryons, du coup, non porteurs de ma mutation, j'en ai un, en fait, qui a pu m'être inséminé. C'était le meilleur, d'après le médecin. Donc, j'ai été inséminée le 12 juin 2023. C'est assez précis. Je m'en souviens. Et en fait, j'ai dû attendre 15 jours pour effectuer ma prise de sang. On m'avait interdit de faire un test de grossesse issu de pharmacie pour éviter toute fausse joie ou non. La prise de sang est la plus sûre. Donc j'ai bien écouté et voilà, j'ai fait ma prise de sang et on a eu la joie d'apprendre que j'étais enceinte. Laetitia Mendès a été une des premières femmes à faire une mastectomie préventive suite à la découverte du gène BRCA2 dans sa famille. Son histoire et celle de sa mère, aussi atteinte, lui a inspiré la création de l'association Généti-Cancer, dont elle est la présidente aujourd'hui. Donc, je suis Laetitia Mendès, j'ai 43 ans. Je suis la maman de, je les appelle mes boucans d'enfer, mais c'est aussi mes flammes de vie, de Lana qui va avoir 20 ans, qui vient d'avoir 20 ans, et Lova qui va avoir 6 ans à la fin du mois. Donc un grand écart, et évidemment, c'est pour elle que j'ai décidé de fonder et de présider ensuite l'association Généti-Cancer, qui est donc une association de loi 1901 qui accompagne les familles concernées par les risques de prédisposition génétique au cancer. Et mon histoire, en fait, quand je dis que j'ai créé cette association pour elle, dans le L, j'ajoute ce S parce que effectivement, c'est une histoire de transmission, une histoire familiale, puisque je suis porteuse de l'anomalie BRCA2. J'ai démarré, moi, ce parcours du test génétique. J'avais l'âge de ma fille aînée, 20 ans. Et c'est dans le cadre de la prise en charge de ma maman, de son cancer du sein, que j'ai donc réalisé ces tests avec elle, parce qu'elle était donc malade. Et que elle apprenait son cancer à l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire à 43 ans, en sachant qu'elle était très surveillée parce que arrière-grand-mère, grand-mère et donc du coup maman, en fait, ont toutes développé ces cancers du sein à des âges très précoces. Donc on se doutait à ce moment-là qu'il y avait non pas une malédiction familiale, mais plutôt un mauvais gène responsable du fait que ces cancers se déclarent de façon aussi agressive et aussi virulente pour les femmes. Et pas que, parce que finalement, dans notre famille, la particularité, c'est que ma maman avait perdu son jeune frère à l'âge de 33 ans d'un lymphome hodgkinien, ce qui avait fort déjà marqué la famille.
Et par la suite, quand elle apprend qu'elle est donc atteinte de ce cancer très agressif, invasif du sein, j'ai également ma cousine, la fille de sa sœur aînée, Dominique, qui apprendra à 29 ans qu'elle est également malade. Donc, en fait, la répétition et la fréquence de ces cancers à des âges très jeunes, en fait, a de toute façon alerté son oncologue et les médecins. Et elle n'a pas eu de difficulté à faire valoir, même si c'était vraiment les prémices de la génétique il y a 30 ans, au fait qu'elle puisse être assujettie à un test. Et donc, on a fait cette première consultation ensemble. Moi, je savais pas tellement ce que je faisais. Je m'adaptais à ses volontés en bonne fille et en aînée aussi, parce que j'ai une sœur de 18 mois d'écart. Et je sentais que ça la rassurait que je l'accompagne dans la démarche, parce que à ce moment-là, elle avait déjà une volonté en dehors du combat qu'elle livrait pour sauver sa peau. C'était vraiment de sauver ses enfants et qu'on ne soit pas nous menacés par ce risque. Donc très tôt, elle a dit je fais cette démarche. Pour moi, c'est peut-être trop tard, mais pour elle, je sais que c'est le bon moment et que c'est maintenant. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la mesure de cette prévention qui, pour elle, en fait, n'avait pas été possible malgré la surveillance par imagerie, malgré le fait qu'elle soit passée au travers des mailles du filet entre deux mammos, donc à peine 6 mois d'intervalle. Donc là, j'ai compris qu'elle était en train d'être assez visionnaire par rapport à sa façon d'appréhender ce risque du cancer. Et ça, c'est une grande chance pour moi. Je le comprends à ce moment-là parce que j'ai cette maman-là qui mène ce combat volontairement pour nous. Donc, on apprendra. J'ai 23 ans et je suis enceinte de ma première fille, donc Lana. Je ne le sais pas encore. Ensemble, qu'on est donc toutes les deux porteuses après quelques mois d'attente de cette anomalie BRCA2. Et c'est à partir de ce moment-là que je comprends que je vais avoir un rôle important aussi dans ma famille, en étant probablement celle qui aura cette chance de pouvoir prévenir plutôt que de guérir. Et donc moi je prends cette information comme une chance de savoir. Je suis pas du tout surprise et je me dis ok, qu'est-ce qu'on en fait maintenant et comment est-ce que on appréhende, comment est-ce qu'on peut bien vivre avec cette annonce et surtout se mettre à l'abri. Voilà. Parce que l'annonce, c'est quand même se dire que en fonction du calcul de risque qui est fait, je parle pour notre famille à nous, c'est étant donné que ça ne saute pas de génération et que les cancers sont assez virulents, c'est de se dire à la prédisposition du sein, en tout cas, j'ai presque 90% de ma chance de développer ce cancer au cours de ma vie. Donc, je prends l'image du jeu de cartes avec les 10 cartes qui sont face à moi et je me dis comment je fais pour retourner seulement la seule qui va me garantir le fait, ce joker, que je vais pas développer le cancer. Et pour moi, c'est exclu d'imaginer, étant donné que ma mère se débat et que je sens qu'en plus, ça devient très compliqué pour elle et que c'est très menaçant pour son pronostic vital, ce qui n'était pas le cas de ma grand-mère, qui a vécu jusqu'à 83 ans, qui est décédée d'une fausse route alimentaire malgré ses récidives de cancer. Je sens que pour ma mère, ça va pas être tout à fait la même histoire. Et je me dis à ce moment-là, comment prendre le risque de vraiment se dire je risque de perdre la vie si je fais pas quelque chose maintenant, là, tout de suite. Et je sens cette urgence immédiate. Donc évidemment, elle m'accompagne dans tout ça. Elle me parle d'une chirurgie préventive qu'il existe aux États-Unis pour se faire enlever donc les seins. Et ça me semble être une super solution, en fait, au moment où elle me le dit. Donc ma maman. Et donc effectivement, on avance aussi un peu plus sereine ensemble en se disant, on a quand même cette solution parce que finalement, c'est une alternative qu'on nous recommande pas. Mais on sait qu'il y a quand même potentiellement la possibilité de se faire enlever les seins avant qu'il soit trop tard.
Et je sais que ça l'a beaucoup confortée dans l'idée de se dire j'ai fait quelque chose de bien et de bon et elles seront saines et sauves. Et elle parle aussi de ma sœur qui fera la démarche un peu plus tard que moi pour savoir parce qu'elle est aussi porteuse. Mais moi, ce qui va vraiment déclencher et précipiter la chirurgie, c'est que finalement, ma mère va décéder à 47 ans, donc 5 ans après de son cancer du sein qui s'est généralisé, qui a métastasé au poumon et dans vraiment une fin très compliquée. Et je donne naissance en fait à ma première fille et je pense que c'est vraiment dans ses yeux que je comprends l'importance en fait de ce geste et de cette information qu'il est vital pour moi d'avoir à ce moment-là pour me garantir la possibilité de l'élever et de continuer à vivre avec elle à ses côtés en étant indemne, en fait. C'est ça le plus important pour moi. L'association va fêter ses 10 ans en 2026, donc c'est un gros cap. Et c'est vrai que je dirais que le besoin que j'ai ressenti moi en étant assez seule finalement dans mes démarches au moment où j'ai appréhendé tout ça a fait que on s'est vraiment posé la question avec les ambassadrices que j'ai rencontrées au fur et à mesure parce que l'écriture de mon livre a aussi permis les rencontres, voilà, les conférences, finalement tous ces sujets de sensibilisation que j'ai aussi pu animer au détour de ce témoignage vivant et de mon expérience. Mais c'est vrai que c'est pour les générations futures, c'est pour continuer d'avancer aux côtés aussi des professionnels parce qu'on sent que vraiment les lignes sont appelées à bouger. Donc on veut absolument accompagner les médecins généralistes, voilà, les radiologues, les gynécologues, les infirmières qui peuvent avoir aussi des questions, les pharmacies, enfin voilà. Tout ça, c'est vraiment dans l'objet premier de l'association qui est vraiment d'informer sur l'existence de toutes ces mutations et de pouvoir vis-à-vis du grand public, voilà, accompagner tous ceux et celles qui seraient dans le questionnement et qui s'interrogeraient de savoir à quel moment est-ce que une consultation d'oncogénétique peut être souhaitable. Et après, c'est évidemment le financement, et ça, je pense que c'est aussi pour les enfants, et donc finalement, c'est aussi ce qui a donné naissance à tous ces projets fabuleux qui ont vu aussi le jour ces dernières années grâce au diagnostic préimplantatoire, au bébé sans gène aujourd'hui, et donc à la possibilité qu'on a, et c'est aussi la clé d'entrée et les échanges que j'ai avec ma fille de 20 ans, de se dire, voilà, quand on sait, on a aussi la possibilité qu'à un moment donné, si on souhaite que la chaîne s'arrête, elle peut s'arrêter. Et donc, on doit aussi continuer de financer activement la recherche. Donc, pour toutes ces études, pour tous ces projets, et pour peut-être des pistes aussi thérapeutiques de traitement, comme les inhibiteurs de PARP qui ont été découverts et qui traitent aujourd'hui les femmes mutées et qui auraient peut-être sauvé ma mère en fait il y a quelques années. Donc voilà, nous aussi on a vraiment au cœur de l'association la collecte pour continuer d'avancer sereinement et avec des moyens aussi matériels pour les familles dans l'avenir et dans un monde sans cancer incurable. Ce serait géant, mais aussi avec ces familles qui auraient la possibilité de continuer d'évoluer sans avoir cette culpabilité ou ce poids en fait de retransmettre ce mauvais gène à leurs enfants. Et c'est aussi pour ça que ma grande va attendre, je pense, parce que elle me dit souvent je pourrais pas me réjouir tant que je serais pas pour l'OVA. Et je pense que c'est important aussi pour elle d'imaginer que dans cette complémentarité et dans ce monde idéal, elles aimeraient être indemnes ensemble. Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé beaucoup de ressources à être porteuse aussi avec ma sœur. Donc, dans un sens comme dans un autre, elles seront deux et elles seront plus fortes ensemble pour la suite. Pour conclure, c'est simplement de dire que
Il faut absolument pas minimiser le fait que une annonce qui justement révèle qu'on ne soit pas porteur en fait n'ait pas une incidence dans un parcours de vie, et que c'est aussi très important d'accorder de la place à finalement ces membres de la famille qui ont aussi trouvé à un moment donné la ressource nécessaire pour aller au-devant de tout ça. Et je pense que c'est important dans l'association qu'on ait cette représentation des porteurs et des non-porteurs, et que c'est aussi en cela que se compose une véritable famille, et que dans ces forces vives aujourd'hui, on a aussi des gens qui continuent de s'engager à nos côtés parmi les bénévoles qui sont aussi concernés par des questions de cancer, ne peuvent pas savoir tout de suite ou ne peuvent pas être testés non plus parce que on n'a pas dans le référent de panel de gènes une possibilité de savoir dans l'immédiat. On reste aussi avec des familles en point de suspension. Et donc de dire que Génétique Cancer, c'est aussi cette plateforme pour accueillir toutes ces personnes qui auraient envie de s'engager aujourd'hui et qui auraient envie d'être à nos côtés pour se mobiliser. C'est important qu'on soit vraiment unis tous ensemble et dans toute la France, exactement. D'un point de vue national, territoire même d'outre-mer, Suisse, Belgique, Génétique Cancer, dépasse les frontières, peut-être à l'international un jour. Vivre avec une prédisposition génétique au cancer, ce n'est pas seulement faire face à un risque médical, c'est aussi faire des choix intimes, profondément personnels, qui méritent d'être accompagnés et surtout respectés. Grâce aux avancées de la médecine, à la prévention et à la surveillance suite au dépistage, beaucoup de personnes parviennent à éviter la maladie ou à la détecter très tôt, ce qui leur permet de protéger leur santé et celle de leurs proches. Car porter une mutation génétique, c'est aussi porter en soi la capacité d'agir, d'anticiper et de continuer à rêver l'avenir en toute confiance. Cet épisode du Cancer et moi vous est présenté par Amanda Scott, réalisé par Marianne Jolin et Charlotte Lepage, mixé par Léo Westphal et produit par Géol Podcast. Merci à tous les intervenants de cet épisode qui ont accepté de nous partager leur quotidien et leur expertise. Et merci particulièrement à l'association Génétique Cancer pour leur aide sur cet épisode. Et si vous voulez en savoir plus sur leurs actions et les prédispositions génétiques au cancer, rendez-vous sur leur site, le lien est en description. Et enfin, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute.